Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Tensions dans les MODELES des politiques publiques et émergence progressive du DSL. Le terme de développement social local, DSL, contient trois termes bien différents, développement, social et local, qui ensemble exprimeraient un sens bien particulier et différent de chacun des termes en question. Pour autant, si l'on tente de retrouver l'origine et la filiation de cette notion apparemment nouvelle de DSL, ce qui reste d'ailleurs à prouver, il est nécessaire d'en passer préalablement par le terme de développement, ce qui conduit également à interroger la dimension du local, ce à quoi elle s'oppose et pourquoi elle apparaîtrait aujourd'hui valorisée. En même temps, cette immersion dans la question du développement et du territoire permet de repérer les tensions qui font qu'au sein des politiques publiques, les modèles de développement évoluent dans le temps et se succèdent avec de nouveaux termes, si besoin avec des qualificatifs pour mieux les préciser. Ensuite, il est utile aussi de s'intéresser aux politiques sociales qui ont pour objet particulier, non pas d'œuvrer en faveur des territoires mais en faveur de citoyens confrontés à certaines difficultés, et pour lesquels les modèles d'intervention requièrent à la fois permanence et changement. La généalogie de ces politiques sociales permet alors de comprendre certaines contradictions originelles qui ne s'apaisent pas avec l'évolution plus favorable du contexte économique et social, alors même que le modèle d'intégration s'épuise face à de nouveaux défis, et qu'émergent de nouveaux modèles comme autant de tentatives de réponse et de solutions aux nouveaux problèmes posés. Ce sont ces problèmes que l'on désigne alors comme étant la question sociale, voire la nouvelle question sociale, quand celle-ci se modifie. Enfin, il est important d'observer le travail social et l'intervention sociale, ces professionnalités inscrites dans l'action sociale venant compléter les politiques sociales par des interventions individualisées et souples. Outre le fait de garder en eux les traces des conditions de leur émergence, ces métiers anciens n'échappent pas non plus aux tensions qui assaillent les politiques sociales. Ils font ainsi l'objet de remises en question plus ou moins profondes, qui conduisent à modifier et à faire évoluer les pratiques professionnelles mais aussi à faire coexister plusieurs modèles, non sans difficulté également. Le développement social local apparaît alors progressivement à la croisée des tensions multiples de ces trois domaines spécifiques, tout en les articulant d'une façon inédite. 1. Tensions dans les MODELES de DEVELOPPE, MENT. Tout d'abord, rappelons que si dans les faits l'économie du développement est véritablement née après la Seconde Guerre mondiale, bien que cette pensée particulière puise ses racines dans des périodes plus anciennes, voire Adam Smith, il est indéniable que la théorie économique du développement s'est toujours organisée autour du thème central de la croissance. Ce ne serait qu'au cours des années 70, c'est-à-dire au moment où l'on commence à douter du fait que le progrès puisse tout résoudre, que le modèle évolutionniste se serait alors recomposé, à Sidon 2002. 20 ans plus tard, la dimension humaine est en quelque sorte découverte, qu'il s'agisse d'une ressource ou bien d'un objet de respect au regard d'une perspective de développement. S'agissant de la France, les tout premiers engagements du pays en faveur du développement n'évoqueront pas ce terme et ne seront pas même conceptualisés. C'est d'aménagement du territoire qu'il sera d'abord question, en l'occurrence d'une politique très volontariste parce que le développement n'est jamais automatique. Plus précisément, c'est le sentiment après 1945 d'un retard spécifiquement français qui suscite une volonté étatique de modernisation. L'État qui maîtrise désormais grâce aux nationalisations nombre de leviers déterminants, transport, énergie, crédit, éducation, entend stimuler la croissance et corriger les retards en matière de consommation, d'investissement et d'exportation. Il utilise pour cela la planification, Commissariat général au plan puis la DATAR créée en 1963, pour corriger les mots français qui se nomment alors malthusianisme, ruralisme, culte du petit et provincialisme. Si les préoccupations d'aménagement du territoire émergent surtout après les années 1945, c'est que l'on commence à ce moment à prendre conscience des effets massifs de l'exode rural qui vide les campagnes et engorge en conséquence les villes, créant de la sorte un déséquilibre de moins en moins tolérable qu'il est nécessaire de corriger en rééquilibrant les territoires et la répartition des hommes. Ces volontés d'intervention correctrices vont alors utiliser ou tenter d'utiliser et de conjuguer les politiques outils que sont l'aménagement du territoire,
la planification et la prospective. L'aménagement du territoire est une construction progressive, destinée à rééquilibrer des territoires habités. Au cours du mouvement d'exode rural, Paris devient le véritable centre nerveux de la France en concentrant le siège des décisions avec les administrations, les grandes entreprises, les communications, les transports, mais aussi les élites intellectuelles et politiques. La concentration de population va justifier la création d'équipements, provoquer de la spéculation foncière et un développement incontrôlé des banlieues. Bref, induire un coût social élevé alors que les campagnes se vident en même temps de leurs forces vives. L'heure est donc à la réflexion et à la volonté de maîtrise du phénomène. Les premières démarches d'aménagement du territoire consistent à décentraliser les activités industrielles pour en faire bénéficier les régions en difficulté. Ces initiatives rencontrent la volonté des chefs d'entreprise de favoriser le développement de leur propre région. Les pionniers de l'aménagement du territoire seront donc des chefs d'entreprise et des hauts fonctionnaires. Les observateurs avertis, Madio, 1993, observent toutefois 3 périodes historiquement distinctes dans la politique d'aménagement du territoire français. Une première phase d'affermissement vers 1954 sous l'impulsion de Claudius Petit, qui s'attache à la juste répartition des hommes sur le territoire et à l'expansion économique et sociale des régions qui souffrent de sous-emploi ou de développement économique insuffisant. Une seconde phase qui correspond à l'essor véritable de l'aménagement du territoire, entre 1960 et 1975, avec notamment la création de la DATAR qui va impulser, imaginer et coordonner des politiques spécifiques comme les métropoles d'équilibre, les agglomérations, les villes moyennes, les contrats d'aménagement, les contrats de pays et la reconquête de l'espace rural par les agriculteurs, artisans et entreprises 10. Dans les années 1980, l'aménagement du territoire vit ensuite une période de repli due à la crise économique, au chômage, mais aussi à la décentralisation. Il s'agit alors surtout de protéger ou de créer de l'emploi dans les zones les plus fragilisées, dans un contexte difficile de perte de légitimité étatique où l'interventionnisme jacobin et la souveraineté de l'État sont remis en cause. L'aménagement du territoire se vit essentiellement sur un mode défensif. En revanche, lors d'un recensement en 1990, les disparités régionales deviennent plus visibles et l'aménagement du territoire est relancé lors d'un grand débat à l'Assemblée nationale le 29 mai 1990. L'aménagement du territoire apparaît par ailleurs tardivement dans la planification, 4e et 5e plan, ce qui exprime sans doute, et du moins par rapport à l'époque, une difficulté à le prendre en compte dans une visée à long terme. Mais lorsque celui-ci devient objet de la planification, il le devient de façon assez irréaliste. Les objectifs annoncés sont sans cesse récurrents, ce qui témoigne de l'inefficacité des moyens mis en œuvre. Tout cela est le signe vraisemblablement de la difficulté à maîtriser l'objet de l'aménagement du territoire, notamment parce que celui-ci traite également du changement social, et que ce changement obéit difficilement à des perspectives fixées de façon déterministe avec une méthode que nous nommerions aujourd'hui top-down. La prospective qui est un outil plus souple se heurte également à l'imprévisibilité de la mobilisation effective des acteurs, quand bien même l'image du territoire et de l'intervention publique s'imposerait assez facilement à partir des déséquilibres constatés. Ainsi, au nom du progrès et pendant 10 ans, l'aménagement du territoire aura pour objectif la mise en œuvre d'une politique réparatrice et de reconstruction. Celle-ci s'appuiera sur l'initiative étatique pour s'appliquer de façon essentiellement descendante, mais la politique d'aménagement évoluera ensuite au cours du temps pour s'adapter à son contexte et favoriser notamment la participation locale, ce que la loi Voynet, 25 juin 1999, annoncera effectivement dans l'exposé de ses motifs. Après la loi Pasqua de 1995 qui inaugure le cadre législatif pour la thématique de l'aménagement du territoire, la loi Voynet de 1999 réalise ainsi une synthèse entre les réflexions prospectives de la DATAR, recomposition des territoires, agglomération, pays, maillage et polycentrisme, et la politique prônée par les écologistes, développement durable, demande sociale, participation et prévention des risques. L'évidence d'un lien entre la cohérence territoriale et la cohérence sociale émerge alors avec la seconde génération des contrats de plan.
Toutefois, si la politique d'aménagement du territoire évolue dans le temps pour s'adapter aux nouveaux besoins exprimés et notamment aux besoins de participation, les tensions internes au sein de ces modèles n'en sont pas moins présentes parce que les objectifs poursuivis peuvent être potentiellement contradictoires. Alvergne-Musso, 2000. Et finalement, faute de doctrine explicite, la conceptualisation du développement s'effectue en fait a posteriori grâce à une relecture des contextes et des événements, les outils et méthodologies ayant semblé préalablement suffire en termes de doctrine. La lente et difficile émergence du concept de développement. Si l'on repère bien la thèse libérale et évolutionniste du retard et des stades de la croissance de Rostow, 1970, ainsi que la thèse libre-échangiste des échanges comparatifs de Ricardo, 1970, qui ont focalisé les interrogations de l'après-Deuxième Guerre mondiale, ce sont en fait les revendications d'indépendance politique des mouvements nationalistes des pays colonisés qui vont provoquer l'essor de l'économie du développement, dans un contexte de déclin des empires coloniaux. La thèse tiers-mondiste indique que le développement ne serait qu'une idée occidentale qui déstructure les pays du tiers-monde, leurs valeurs et leur culture. La prise de conscience de ce qu'est le développement émerge en fait de façon comparative, notamment à propos du sous-développement de certains pays, et plus particulièrement des difficultés des pays du tiers-monde dont reviennent certains coopérants. Pour ces témoins, ces pays ont d'abord été considérés comme les périphéries alimentant le centre constitué par nos nations dites développées. La politique menée a abouti à l'extension de monocultures d'exportation, qui ont déstructuré les systèmes agraires internes et conduit à l'épuisement des ressources. Face à cette situation alarmante, il a donc fallu se résoudre à stopper l'asphyxie des périphéries et à penser en termes de développement intégré au pays. Or, seules les élites urbaines et internationales concevaient et finançaient ce développement, sans tenir compte de la sagesse et du savoir-faire des populations reléguées à fournir la main-d'œuvre nécessaire à la réalisation de ces projets. La résistance passive de la population exprimait donc son refus de cette politique conçue indépendamment d'elle. De là, sans doute et pour partie, les échecs et la situation dramatique des paysans. L'apprentissage social des populations concernées, et leur participation s'appuyant sur la formation et la prise en compte de leur culture propre devient alors un enjeu. Cette façon de penser le développement par sa prise en charge par la population elle-même, même si elle n'apparaît pas généralisée dans le tiers-monde, engendre et enrichit considérablement la réflexion sur le développement en France, au moment où ces questions se posent face au déclin des zones rurales. Il ne faut donc pas s'étonner de retrouver par la suite et sur ce mode, même sentiment d'un vécu de situation de colonisation avec une revendication de l'identité culturelle, l'émergence dans les années 1970 de mouvements sociaux se réclamant de cette prise de conscience. Mais d'autres expériences ont aussi influencé ces modèles de développement, s'appuyant sur la participation des habitants. En effet, les modèles de développement post-coloniaux et le programme du Colonial Office anglais en 1940 puis celui des Nations Unies en 1955 ont inspiré les pratiques dites du self-help. Ce concept sera ensuite diffusé pendant toute la période de décolonisation, par l'ONU entre 1945 et 1965. Mais c'est notamment à partir de 1960 que l'ONU théorise et expérimente le développement communautaire. Dans un second temps, le développement communautaire ne concerne plus seulement les anciennes colonies, mais également les pays du tiers-monde et en voie de développement. Les USA ont ainsi lancé vers les années 1960 une vaste campagne de développement communautaire en Amérique latine. Le gouvernement Kennedy finance par le biais de l'Alliance pour le progrès des projets de développement s'appuyant sur la participation de la population locale et des travailleurs sociaux. Mais cette initiative étatique suscitera une réaction sociale par le développement de nombreux mouvements d'éducation populaire, particulièrement au Brésil. Une pensée originale révolutionnaire voit alors le jour, qui s'appuie sur l'Église catholique. La pensée conscientisante de Paulo Freire se développe. Aux États-Unis, dans les années 1930, Saül Alinsky aura préalablement prôné le repérage et la formation de leaders naturels, dans les quartiers pauvres de Chicago de manière à favoriser la conduite d'action et la prise de pouvoir par les minorités défavorisées.
Cette idée d'empowerment est d'ailleurs fortement reprise aujourd'hui. C'est aussi en 1967 que le pape Paul VI popularise avec son encyclique Popularum Progressio les idées de développement pour le tiers-monde. Petit à petit, le développement communautaire se répand dans les pays européens industrialisés. Mais il ne touche pas la France qui préfère parler d'animation, qu'elle pratique notamment au Maroc, en Afrique et en Amérique latine avec économie et humanisme, puis avec l'Institut international de recherche et de formation pour l'éducation et le développement, IRFED. En France, particulièrement avec la jeunesse agricole chrétienne, Jacques et la Datar, animation et vulgarisation des techniques agricoles se rejoindront. On peut toutefois citer une pratique française particulière qui est celle de Lyautey 1854 à 1934, et son humanisme colonial, qui se serait appuyé sur le respect des croyances et des coutumes dans un souci de modération et d'équité. De fait, il permit d'expérimenter au Maroc, 1912 à 1925, les idées alors novatrices d'urbanisme, en préconisant une préservation intégrale des villes indigènes du Maroc, respectueuse des témoignages du passé dans l'organisation de l'espace présent, école régulatrice. Un certain nombre d'influences diverses ont ainsi permis la remise en question d'un modèle dominant de développement, qui ne permettait ni une approche pluridisciplinaire, ni la participation des populations aux projets qui les concernent, voire qui les maintenait dans la dépendance et l'aliénation, d'autant qu'on s'est aperçu par la suite que, contrairement à ce que l'on pensait, il n'existe pas de modèle unique et universel de développement. Si bien que, comme autant de signes de nouvelles propositions et de contre-modèles, un certain nombre d'adjectifs apparaissent alors accolés au terme développement pour lui apporter un sens très particulier et distinct du modèle en vigueur, modèle qui connote trop la recherche exclusive de la croissance ou du profit, voire d'une certaine domination sur les populations. Il en est ainsi des qualificatifs local ou social, qui annoncent, sans pouvoir le théoriser, des pratiques différentes et essentiellement les modalités opératoires dans un premier temps militantes, d'un mode de développement plus respectueux des territoires et des hommes qui les peuplent. Le qualificatif durable viendra ensuite compléter ces approches empiriques avec signe de maturité naissante, un effort notable de théorisation. Les modèles empiriques de Devlaperst. Les premières expériences ont surgi en milieu rural et se sont appuyées ensuite sur les pays, pour ensuite atteindre le milieu urbain en partant du quartier. Il est intéressant de noter, s'agissant d'initiatives ascendantes, que l'on part toujours de la proximité pour élargir ensuite le terrain d'expérimentation à une périphérie plus large qui englobe d'autres préoccupations qui sont souvent à la source des difficultés rencontrées. Le développement social local qui émerge par la suite pourrait correspondre, en ce qui le concerne, à une adaptation de ces démarches tâtonnantes au domaine plus spécifique des politiques sociales et à la particularité de leur public. Le milieu rural a particulièrement innové en élaborant des pratiques et des démarches relevant d'une approche globale et non plus sectorielle, en cassant ainsi les visions parcellaires et en créant une dynamique collective à partir de l'appropriation des données complémentaires qui caractérisent le territoire local. En effet, depuis les années 1960, comme on l'a vu, la transformation profonde de la société française, le développement industriel et l'urbanisation entraînent une déstructuration des campagnes françaises, voire en certains cas une véritable désertification. C'est alors qu'une prise de conscience s'effectue, à la fois dans les milieux politiques et administratifs et au sein du monde rural. Dès avant 1959, des agriculteurs s'investissent dans divers groupements agricoles, voire chrétiens, pour accompagner l'évolution de l'agriculture et du monde rural et pour l'infléchir dans un sens qui leur soit favorable, tout en veillant à l'animation locale pour améliorer les conditions de vie quotidiennes par les loisirs et les aspects festifs et conviviaux. C'est d'ailleurs à ce moment qu'apparaissent les premiers comités d'expansion encouragés par l'État et qui joueront, notamment en Bretagne, pays du Mené, un rôle très important. De ce point de vue, l'expérience de la Bretagne, même si elle n'est pas isolée car de mêmes réactions apparaissent en zone montagneuse, demeure exemplaire et emblématique. Elle signe en effet le départ d'un vaste mouvement à caractère régionaliste s'appuyant notamment sur les procédures agricoles nouvelles, contrats de pays, plans d'aménagement ruraux, pour permettre la valorisation des territoires locaux appropriés et revendiqués.
C'est certainement dans cette émergence première des pays qu'il faut voir les fondements de la loi Voynet qui consacre les pays, comme ils avaient été préalablement ciblés par la loi de 1995 dite loi Pasqua, et qui n'émergent donc pas en 1995 et 1999 de façon nouvelle et spontanée. S'agissant de la Bretagne, Paul Houet 1982 explique que son Mené natal s'est réveillé un jour de printemps 1965 autour du slogan « Le Mené, un pays qui ne veut pas mourir ». Le Mené est alors une région pauvre de la Bretagne intérieure, éloignée des grands axes de l'économie moderne, fragmentée par divers découpages administratifs et zones d'influence, et qui a dû s'appuyer sur la valorisation de ses propres ressources pour s'extraire de son isolement. Paul Houet indique que le comité d'expansion du pays du Mené, contrairement à ceux d'autres pays bretons, Nord Finistère, Cornouailles, s'est volontairement limité dans ses ambitions, mais en revanche, s'est d'emblée délibérément inscrit dans une démarche de développement global ascendant, c'est-à-dire une démarche d'autodéveloppement. À partir d'une thèse de sociologie et d'études participation, la dynamique de restitution auprès de la population des résultats faisant émerger un diagnostic global, déclenche alors au printemps 1965 des réactions locales qui se matérialisent par de grandes réunions populaires et un jaillissement de propositions. Ce sont les premières communes qui se regroupent et celles qui les rejoignent ensuite, qui forment le comité d'expansion du Mené qui impulsera ou sera à l'origine de l'ensemble des actions de développement local. Paul Houet souligne l'intérêt de cette conception du développement global endogène, qui s'appuie sur la complémentarité horizontale des activités, des objectifs économiques, sociaux et culturels et sur la participation intense de la population et de ses élus. Cette horizontalité permet donc de réunir en un même lieu et un même temps plusieurs dimensions, l'économique, le social et le culturel, avec une absence de hiérarchie que l'on retrouve sur un autre plan, celui de la participation indifférenciée de la population et des élus. Toutefois, cette participation est bien une participation, et qui rencontre des objectifs et des incitations nationales auxquelles elle apporte vie et sens. Les dispositifs plans d'aménagement ruraux, créés en juin 1970 par le ministère de l'Agriculture seront en effet particulièrement investis, comme le sera par la suite la politique de rénovation rurale menée par la DATAR. L'expérience locale du Mené va susciter un vaste mouvement qui va faire écho et s'étendre à toute la Bretagne qui se reconnaît dans les problématiques soulevées. En effet, avec l'accroissement démographique des villes qui entraîne le dépeuplement des campagnes, la Bretagne se segmente entre cantons urbains et périurbains qui profitent d'une croissance généralisée, cantons du littoral plus attractifs qui maintiennent de la vie grâce à la présence de touristes et de retraités, et cantons de l'intérieur qui perdent peu à peu leur substance. Cette Bretagne morcelée devient alors beaucoup trop grande pour poser les problèmes et trouver les solutions adéquates. Les solutions se recherchent alors à l'échelle du pays. Le pays apparaît en effet comme l'espace humain fondamental des solidarités et de la participation, et comme l'espace pertinent pour animer et organiser collectivement la vie commune dans une perspective de développement global. Le pays semble donc bien à bonne échelle face à des besoins sociaux nés de la perte des solidarités traditionnelles, et face à la possible perte consécutive de repères et de sens. L'animation y remplit la fonction pédagogique d'accompagnement. En fait, que le territoire soit pays ou qu'il soit autre, le local rassure, small is beautiful, et devient le fondement des nouveaux mouvements. En effet, le modèle centralisé uniformisateur est perçu comme inégalitaire et déstructurant, et l'on prend désormais conscience que d'une part, l'économie locale peut être tout autant dynamique et structurante, et que d'autre part, la croissance ne vient désormais plus du centre mais de la périphérie. L'originalité de la Bretagne est sans doute d'avoir réussi à concilier les forces socio-économiques et les expressions socio-culturelles, le potentiel de production et la quête d'identité, et d'avoir permis l'articulation de l'économique et du culturel comme en aucune autre région en France. C'est ce qui lui confère son caractère exemplaire et emblématique. En 1982, la Fédération des pays de Bretagne lance alors des fiches d'identité et des cahiers de doléances qui vont parvenir à plus de 600 associations locales. Une partie de celles-ci se retrouveront à Mâcon pour la tenue d'états généraux en juin, qui signeront en quelque sorte la naissance officielle du développement local.
L'Association nationale pour le développement local et les pays se crée et constitue une référence pour les études et les politiques de développement local. Le mouvement proposera ainsi les chartes intercommunales, initiatives et solidarité locale, politique régionale d'appui. Le deuxième type d'expérience concerne le milieu urbain. L'initiative de développement social des quartiers est plutôt de type descendant, même si les références en ce domaine proviennent du terrain et plus précisément des luttes urbaines de l'Almagar à Roubaix, qui elles-mêmes sont inspirées par les pratiques des quartiers nord de Bruxelles. Le développement social est en fait un terme qui est apparu en fin d'année 1981 à l'issue de la procédure « Habitat et vie sociale » et suite aussi aux explosions des quartiers des Minguettes et de Vénissieux, ce dispositif devant trouver un nouveau souffle et une nouvelle légitimité dans le contexte nouveau de la décentralisation. Pour autant, des pratiques antérieures de travail social communautaire ont existé en France ou ailleurs sans mettre en avant spécifiquement le terme de développement. Habitat et vie sociale, groupe interministériel, avait été créé en 1977 pour permettre d'enrayer la dégradation physique et sociale de grands ensembles qui étaient attribués aux populations défavorisées reléguées dans ces quartiers au moment des grandes reconstructions de l'après-guerre. Cette opération, pour réussir, supposait de travailler conjointement sur le bâti et sur la vie sociale, mais elle supposait surtout la participation de la population. Le développement social des quartiers, DSQ, se proposait alors d'aller plus loin en agissant directement sur les causes de l'exclusion sociale. Les acteurs ont donc cherché à innover en investissant les secteurs économiques et de l'emploi, exemple des régies de quartier, mais aussi les différents domaines permettant l'accès au transport, au logement, aux loisirs et à la culture. En dépassant l'espace du quartier pour prendre en compte celui de la ville tout entière, la démarche débouchait alors sur le DSU, développement social urbain. Adapté à une situation de crise, le développement local ou social est ainsi un processus qui vise à ce que les populations d'espaces marginalisés prennent leur destin en main. Ce développement postule à en faire des acteurs, mais aussi des partenaires en mesure de négocier, et donc en capacité de maîtriser sur un espace ce qui les concerne. Le développement social présente toutefois des caractéristiques assez particulières par rapport au développement local, en raison de nécessaires démarches de médiation pour permettre l'expression des populations. En effet, les populations concernées par le développement social sont des populations démunies qui n'accèdent pas naturellement à l'espace public puisqu'elles vivent des situations d'exclusion. Ce ne sont pas elles qui spontanément s'invitent à la table des négociations, avec un mandat de représentation de leurs pairs. Le développement social relevant de rapports d'exclusion, il importe alors de développer l'écoute et l'accompagnement, de manière à ce que les catégories qui excluent, voire les institutions, changent leur regard à l'égard des populations en situation d'exclusion. Cette action de médiation constituerait alors un préalable indispensable au développement lui-même, selon Gérard Masson et Jacqueline Mangin, 1989. Pour ces auteurs, 6 principes doivent impérativement fonder la démarche opérationnelle de développement local ou social, ce qui nous permet de proposer une toute première définition. Le développement est d'abord un processus avant d'être une procédure, et il suppose préalablement une prise de conscience de la population. Le développement s'appuie sur des forces endogènes. Il est inutile de rechercher leur représentativité, l'essentiel est leur degré d'implication. Le développement est aussi territorial et non sectoriel, et il s'appuie sur la transversalité. Il recherche le désenclavement et la reconnaissance positive des territoires. Le développement suppose un espace comme lieu de concertation et d'articulation des acteurs. Enfin, la création d'un espace de négociation est essentielle pour que la population jusqu'alors marginalisée puisse renégocier au quotidien sa citoyenneté auprès des multiples institutions concernées. Pour ce qui est de la démarche du DSQ, celle-ci prendra une ampleur nouvelle avec la politique de la ville dont l'approche plus globale permet au quartier de ne plus être considéré uniquement comme cristallisant tous les stigmates de l'exclusion, mais comme étant désormais plus ouvert à son contexte, dans une relation plus dialectique et plus riche. C'est en 1985 à 1986, lors des travaux préparatoires du IX degré plan, que la notion de développement social local est ensuite précisée.
Pour autant, la circulaire Quaestio du 28 mai 1982 enjoignait déjà l'action sociale à se mettre au service de projets d'intervention locale dans le cadre de vie ou de développement social. L'idée n'était donc pas nouvelle, mais elle ne fut pas suivie d'effet. Ce n'est qu'à la fin des années 1990 que la notion va retrouver une nouvelle vigueur, comme si le DSL était l'unique et l'ultime solution face aux problèmes contemporains de notre société, alors qu'émerge également une nouvelle notion de développement, le développement durable. Le développement durable. Si en 1820 déjà, Jean-Baptiste Lamarck prophétise que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable, cette question ne se pose et n'est médiatisée pour la première fois qu'au début des années 1970 avec la publication du rapport du Club de Rome. Les prémices de développement durable se retrouvent en fait dès la fin des années 1960, alors que le consumérisme et l'écologie s'implantent aux États-Unis et en Europe du Nord et que les classes actions constituent un mouvement social. Alors, le Club de Rome mettra en évidence la contradiction entre la finitude des ressources et le caractère exponentiel de la croissance. Ce n'est qu'à partir de 1987 que l'expression « développement durable » apparaît, avec le rapport Brundtland. La notion de développement durable s'impose à l'occasion du sommet de la Terre à Rio en 1992, lors de la réunion de chefs d'État qui se conclut par la signature de 2 conventions internationales. Ultérieurement, le protocole de Kyoto de 1997 destiné à stabiliser et ou réduire les émissions de gaz à effet de serre, apparaît être une innovation majeure dans la gouvernance internationale, terme qui apparaît également de plus en plus, parce qu'il introduit le principe de précaution dans le droit international. Selon René Passet, 1999, le développement durable ne constitue pas une théorie mais un objectif, parce que l'économie est condamnée à redécouvrir sa véritable identité qui est celle d'une activité d'optimisation sous contrainte. L'économie aurait donc fonctionné jusqu'à présent dans une conscience, et une illusion d'ailleurs, d'un milieu sans contrainte. La première contrainte est celle des interdépendances, car une atteinte sur un milieu peut en affecter d'autres. Ensuite, il faut respecter la biodiversité car plus un système est diversifié, plus le réseau des interdépendances s'enrichit et accroît ses chances de surmonter les perturbations dont il peut faire l'objet. Enfin, il faut tenir compte du fait que le problème du monde n'est pas la sous-production mais la surproduction et la résolution du problème de sa répartition. Ainsi, le développement cesse enfin de se confondre avec une pure croissance quantitative et se définit, rapport Brundtland, comme un mode de développement qui ne compromet pas la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Ce principe de responsabilité réactualise les principes moraux de Kant. Agis de telle sorte que tu puisses également vouloir que ta maxime devienne une loi universelle. Ton devoir envers moi est la source de mon devoir envers toi, car si tu es l'autre pour moi, je suis l'autre pour toi. Du moins en ce qui concerne les devoirs à l'égard des générations futures. Avec le développement durable, une nouvelle dimension est donc prise en compte, celle du temps et du futur que nous ne connaîtrons pas mais que connaîtront nos enfants et leur descendance. La notion de développement durable postule une forme de développement qui ne conduise pas au délabrement du lien social et à la misère des hommes. C'est précisément sur cet aspect que se fonde également le développement social local, DSL. Le développement social local. Parallèlement à la diffusion croissante du terme de développement durable, le terme de développement social local, héritier actuel, mais sans mémoire de sa filiation, comme s'il était né sous X, de toutes les pratiques antérieures de développement local, de développement social urbain et de travail social communautaire, se trouve aujourd'hui réactivé et semble dorénavant fonder un nouveau référentiel d'action en matière de travail social, alors que les travailleurs sociaux étaient guère institutionnellement impliqués dans les dispositifs de développement social urbain antérieurs. Si la mutualité sociale agricole avait depuis longtemps fait sienne les pratiques de développement social local, et on le comprend aisément compte tenu de l'histoire du développement local en milieu rural, la Caisse nationale d'allocation familiale a souligné dans ses orientations le caractère inéluctable du développement social pour le travail social. Ces 2 institutions ont d'ailleurs été parmi les premières, avec les services sociaux de sociétés immobilières,
de la SNCF et autres services sociaux dont certains ont aujourd'hui disparu, a expérimenté le travail social avec les groupes introduits en France en 1959, c'est-à-dire un mode d'intervention qui s'appuie sur les propres ressources des membres du groupe et qui invite à considérer que l'approche strictement individuelle ne constitue pas le seul horizon d'aide. Or, le développement social local suppose précisément une aisance préalable à travailler avec les groupes. CAF et MSA vont alors contribuer à la définition et à la diffusion du modèle du DSL, notamment en ce qui concerne la CNMSA par l'élaboration dès 1988 d'un document de référence de 208 pages sur le sujet, document qui va irriguer l'ensemble de ces caisses et inspirer dès l'année 2000 les contrats de développement social territorialisés, CDST. À l'heure du bilan en 2006, ceux-ci sont au nombre de 26 et s'appuient sur 12 caisses MSA engagées dans la démarche, BIMSA 2006, page 14. La CNMSA diffuse même ce modèle vers les pays d'Europe centrale et orientale en accompagnant sur place les acteurs locaux dans le cadre, par exemple, d'une mission en Pologne entre 2002 et 2004. Une assistante sociale MSA faisait notamment partie de l'équipe composée de 5 caisses MSA, et en élaborant une petite brochure destinée à donner des conseils et préconisations aux collègues de la MSA missionnés pour intervenir dans ces pays. Une réactualisation des CDST est par ailleurs effectuée en février 2006 et donne lieu à une nouvelle brochure présentant les principes fondateurs du CDST, ses modalités techniques de mise en œuvre et les relations contractuelles de la caisse centrale de la MSA avec les caisses locales. Le bulletin mensuel interne de la CNMSA est également un moyen de diffusion des expériences, celle de la Haute-Garonne étant notamment présentée dans le mensuel de mai 2006. En ce qui concerne la CAF, la lettre circulaire numéro 2001-038 du 28/9/2001 fixe les orientations d'action sociale 2001 à 2004 de la CNAF et inscrit clairement le DSL comme l'un des objectifs des caisses. Un groupe de travail constitué sur ce thème aurait élaboré pour les caisses un élément de doctrine sur le DSL en octobre 2003, tout en recensant le nombre de caisses engagées dans cette démarche depuis 4 ans. Ainsi, en 2003, ORI 2005, page 60, plus de la moitié des CAF déclarent s'être engagés sur les 4 dernières années dans des démarches de développement social ou d'action territoriale. Soulignons toutefois au passage qu'action territoriale n'est pas nécessairement synonyme de DSL. Ce groupe de travail aurait alors proposé les définitions suivantes, ORI 2005, page 61. Le développement social est défini comme un processus organisé de changement durable, mobilisant des acteurs de façon collective, et donnant pour objectif de renforcer les différentes formes de cohésion sociale telles que chaque acteur puisse y contribuer et en bénéficier de façon équitable et solidaire. Le développement social local est défini comme un processus de développement social tendu, à l'échelle d'un territoire, vers l'élaboration et la réalisation d'un projet politique finalisé, s'appuyant sur la mise en œuvre d'une stratégie globale fondée sur la capacité des différents acteurs à y participer. Les CAF vont donc déployer des formations internes en direction de leurs agents et promouvoir la démarche de DSL comme partie intégrante de leur propre action sociale. Il faut par ailleurs remarquer que la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 fait également expressément référence au DSL comme étant une priorité des instituts de formation de travailleurs sociaux. Depuis, forums, congrès, colloques et rencontres se succèdent sur ce thème. On peut à cet égard relever qu'en fin d'année 2000, le Journal de l'Action sociale tire ainsi un numéro hors série sur le développement social alors que l'Observatoire de l'Action sociale décentralisée, AUDACE, très lié au JAS, le distribue lors des assises franciliennes du DSL après avoir créé préalablement le réseau d'information sur le développement social, RIDS, avec le soutien technique et financier de très nombreux et très divers organismes têtes de réseaux nationaux. Pour l'AUDACE, JA, 2000, le DSL est un processus dynamique, une raisonnable utopie qui consiste à créer ou restaurer des liens sociaux distendus ou absents en raison de la massification de l'exclusion et de l'isolement, en s'appuyant notamment sur les potentiels créatifs des habitants dans un objectif de solidarité. Le DSL restaure l'usager, de l'action sociale, dans son rôle d'habitant impliqué et mobilisable et dans son rôle de citoyen acteur et solidaire.
L'audace propose ainsi sa définition du DSL. Le développement social local consiste en la mise en œuvre d'une dynamique de revitalisation du tissu social par la mobilisation en ce sens de toutes les politiques publiques, et l'encouragement d'initiatives favorisant la prise en compte collective, par la population, des problématiques sociales dans un cadre de très grande proximité. Cette définition est également assortie de critères sélectifs, destinés à garantir la qualité et l'actualité du concept essentiellement opératoire. Ces critères précisent en particulier que le traitement d'un domaine particulier de la vie quotidienne doit aussi atteindre et transformer d'autres domaines. Un territoire précis doit être déterminé, et des catégories diversifiées de population doivent être associées à toutes les phases de l'action. Une phase de diagnostic local partagée avec les habitants doit exister. Les habitants doivent participer à la fois à la définition des objectifs et à la mise en œuvre de l'action. Un partenariat réel avec des acteurs locaux de nature diverse doit être instauré. Institutions, associations professionnelles et élus, pour permettre une entrée de la démocratie représentative dans une dimension participative. Une procédure d'évaluation doit être réalisée, si possible avec les habitants ou du moins ceux-ci doivent en être informés. L'affichage d'un objectif de démocratie participative, non pas opposé mais apposé à la démocratie représentative, représente quelque chose de nouveau. Tous les modèles de développement cités préalablement souscrivent pleinement à cet objectif participatif également, mais dans le cadre du DSL, il est évoqué explicitement une ambition d'inflexion du mode de participation à la démocratie et au système politique. En définitive, les différents modèles de développement recensés relèvent tous du domaine de la pratique et participent tous d'une démarche participative et globale. Bien qu'en réaction au modèle dominant, ils ne présentent toutefois pas de lien les uns avec les autres en termes de généalogie ou de référence d'expériences fondatrices capitalisées, sur lesquelles s'appuyer de manière à conceptualiser globalement la notion de développement véritablement souhaité. C'est finalement chaque qualificatif qui a vocation à spécifier et définir le modèle attendu. Précisément, à l'instar de ces modèles qui ne capitalisent pas leurs pratiques et ne parviennent pas à les articuler, la politique de la ville, politique publique née dans les années 80 et ayant pour ambition de lutter contre l'exclusion et la marginalisation des quartiers, n'a pas réussi à s'appuyer sur les savoirs des travailleurs sociaux et à fédérer l'ensemble des pratiques pour développer son action globale sur les territoires délimités. C'est sur ce constat que le rapport Brévan-Picard, 2000, préconise donc 20 ans plus tard l'élaboration de projets sociaux de territoire PST, sollicitant l'ensemble des travailleurs sociaux, départements, CCAS, CAF, associations, dans une logique de décloisonnement. Aussi, l'Association des départements de France, ADF, la Caisse nationale d'allocation familiale, CNAF, le Conseil supérieur de travail social, CSTS, et la Direction interministérielle à la ville, DIV, se réunissent en 2001 au sein d'un comité de pilotage pour élaborer un cahier des charges relatif à la mise en œuvre et à l'accompagnement méthodologique de ces PST qui seront effectivement lancés en octobre 2002. Ces PST représentent davantage des méthodes de travail que des dispositifs, et concernent spécifiquement l'action sociale. Il s'agit particulièrement de décloisonner les logiques institutionnelles et de faire converger les pratiques professionnelles des intervenants sociaux sur les territoires de la politique de la ville, et pour ce qui concerne le travail social, de le remettre au centre des politiques publiques qui s'expriment sur les territoires de la politique de la ville. Les grands objectifs des PST se révèlent particulièrement proches de ceux du DSL puisqu'ils énoncent, Sauvert, Vanoni 2005, ambition de développer les coopérations interinstitutionnelles, de favoriser un nouveau positionnement des habitants reconnus comme coproducteurs du développement social de leur territoire, de mobiliser les travailleurs sociaux sur les quartiers en difficulté aux côtés des équipes de la politique de la ville, afin de produire de nouvelles qualifications des acteurs et de valoriser les savoirs et savoir-faire des professionnels de l'action sociale, de privilégier une approche des politiques sociales par les spécificités des un territoire et non pas une approche par public ou par dispositif, et enfin, de donner une place aux politiques sociales et aux acteurs du social, professionnels de l'action sociale, associations, habitants,
dans les projets de renouvellement urbain en cours. La méthode expérimentale des PST se distingue alors de celle des politiques de la ville en ce sens où Sauvert, Vanoni 2005 page 10. La différence consiste dans la position essentielle donnée aux professionnels de terrain et au terrain tout court, associations, habitants, dans la production du diagnostic, donc dans l'appel à la capacité de ces acteurs à donner sens au territoire. De même, le PST permettrait de se décentrer d'une logique de l'offre pour se positionner davantage dans une logique de besoin. Ces constats mettent en évidence, en creux, une dérive gestionnaire des contrats de ville actuels, les agents du contrat de ville ne se situant plus directement du côté de l'écoute des besoins des populations. Comment mener alors un diagnostic partagé lorsque l'on perd cette capacité d'écoute première ? En conclusion de ce tour d'horizon sur le développement qui ne peut bien sûr être exhaustif, on peut remarquer que le concept de développement n'apparaît en France qu'après la guerre de 1945. Les années de reconstruction de l'après-guerre sont alors tournées délibérément vers l'idée que le progrès qui ne peut être que continu, réalisera le bonheur des hommes. Cette croyance se justifie par le fait que la croissance est soutenue, et qu'il suffit de l'accompagner par une politique volontariste correctrice de ses méfaits. Mais les grands déséquilibres démographiques que, de fait, la croissance accentue, concentration dans les grandes villes, dévitalisation des zones rurales, laissent nombre de territoires et de catégories sociales de côté. Lorsque la crise survient, les déséquilibres s'aggravent et réactivent les prises de conscience et les réflexions nées de la comparaison avec des modèles de développement extérieurs à la France. Les réactions de refus, voire de révolte s'exacerbent et trouvent leur pleine expression dans l'expérimentation qui se veut démonstrative et alternative au modèle de développement imposé. Les formes de développement local et de développement social fleurissent comme autant de réponses créatrices et fédératrices d'acteurs qui se ressaisissent en commun de leur devenir, avec la volonté d'en être les auteurs. De la sorte, ils contribuent au vaste mouvement qui rendra possible et nécessaire la décentralisation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.